Donc dans le cadre de notre expansion, à la fois sur notre activité grand compte et sur notre activité de TI-PME, telle que je vous décrivais tout à l'heure, nous recherchons des ingénieurs d'affaires issus notamment soit de cabinets de conseil en ressources humaines, soit d'éditeurs de logiciels qui vont nous accompagner dans cette démarche de prospection et de gain de nouveaux business. Et enfin, au pôle gestion de projet, on va dire, vous cherchez deux types de profils, des chefs de projet, mais aussi des directeurs de projet un peu plus seniors. Absolument. Donc on recherche globalement des directeurs de projet capables de déployer nos solutions chez les clients, à la fois du point de vue technique et du point de vue métier RH, du point de vue fonctionnel. Est-ce qu'il y a beaucoup de tension sur ces trois catégories de postes qu'on vient de décrire ? Ah oui, forcément, notamment sur les développeurs logiciels. Ce sont des postes qui sont fortement demandés. L'avantage que l'on a, c'est d'être un éditeur français, de faire nos développements en France, donc de ne pas sous-traiter ou de ne pas avoir d'entité nearshore pour réaliser nos développements. Donc c'est un gros avantage. En plus, on propose aux gens d'être sur Rennes, qui est quand même une ville extrêmement attractive. Et qui attire tellement d'autres développeurs, entre Klaxoon, Ubisoft, etc. Vous êtes un cluster de développeurs. Poste basé à Rennes, Paris-Dijon, c'est ça ? Exactement, Rennes, Paris-Dijon. Alors, pour rejoindre l'équipe de Jean-François Sifadis, eh bien, c'est très simple. Vous écrivez à Ambre Dumont, qui est joignable à l'adresse recrutement au singulier @sifadis.fr, Sifadis, SYFADIS pour ceux qui nous suivent à la radio ou en podcast. 25 postes ouverts, tous en CDI, donc allez-y, vous pouvez joindre Ambre. Et ben voilà, le message est passé. Merci beaucoup, Jean-François Guillaumard, directeur général de Sifadis. Merci d'être passé nous voir aujourd'hui sur BFM Business. Je vous rappelle brièvement les modalités pour nous poser des questions tous les jours ou pour venir faire une offre d'emploi, en parler aujourd'hui sur le studio ou en plateau ici ou par visio évidemment. Hashtag BFM Business avec vous, les réseaux sociaux, avec vous @bfmbusiness.fr, l'adresse internet, le site bfmbusiness.com ou alors le SMS 71415 précédé de la mention BFM. Et c'est gratuit. Lorraine. On est maintenant avec Dirk Van Leven. Bonjour Dirk. Bonjour Lorraine. Vous êtes le DG France de Webhelp. On vous connaît sur la chaîne. Alors rappelez-nous en quelques mots ce que vous faites. Alors Webhelp, c'est le leader européen de la gestion externalisée de l'expérience client. Donc nous travaillons pour le compte de grandes marques, de grandes et moins grandes marques, pour gérer pour eux leurs interactions clients. Et dans ce cadre, nous leur apportons quelque part une souplesse, une flexibilité. J'ai envie de dire, c'est natif dans notre métier, puisque nous faisons notre métier à distance pour permettre à nos clients de préserver, de développer le contact avec leurs clients. Alors votre groupe n'a rien d'une start-up, 65 000 presque employés dans le monde entier, 3 500 à peu près en France. On imagine que la crise, malheureusement ou heureusement, drive votre croissance. J'ai envie de dire, c'est presque 4000 collaborateurs maintenant en France. Effectivement, nous continuons de recruter. Effectivement, nous maintenons le contact des marques avec leurs clients. Et donc, par définition, dans un monde où le distanciel est devenu de plus en plus important, c'est un vecteur de croissance pour nous, mais aussi de maintien de ce contact vital des marques avec leurs clients pour leur permettre de continuer à les fidéliser et de développer leur activité. Alors soyons concrets, pour vous rejoindre en ce moment, vous donnez la chance à 50 personnes, parce que vous aurez 50 CDI. Votre ambition, c'est 600 postes d'ici 3 ans, donc on voit le potentiel. 3 mois, donc on voit le potentiel de croissance très court terme que vous avez. Alors parlons concrètement de vos besoins. C'est surtout du conseil aux clients. Sur toutes ses formes, voilà. C'est voilà, ça. et Absolument. par vertical de vos business. Dans 3 km, utilisez la voie de droite pour prendre la sortie 5 pour N486 en direction de la 86 en France, qui soit en Bourgogne, Hauts-de-France, Normandie, Bretagne. Et à ce titre, j'ai envie de dire, nous sommes aussi un élément qui de rebond des territoires. L'ensemble de nos sites recrutent en ce moment des conseillers clientèle dans des secteurs différents, pour des clients qui sont dans des secteurs différents, beaucoup dans la banque et l'assurance, des télécoms aussi, dans l'énergie, et également recruteurs en ce moment, et du secteur public aussi. Alors secteur public, donnez-nous un exemple, c'est sur quel type de projet? Alors ça peut être des projets comme Pôle emploi, ça peut être des projets divers et variés pour des communautés par exemple. Effectivement, votre entreprise, elle maille le territoire français. On va citer quelques endroits concrètement où vous recrutez, pour ceux qui nous écoutent. Tourcoing, dans le Nord, Vitré, dans le 35, Chalon-sur-Saône, pas loin de Beaune et de Creusot, mais aussi Caen, vous disiez en Normandie. Vous arrivez à recruter sur l'ensemble du territoire parce que vous avez vraiment des besoins très locaux, très géographiququement identifiés. Absolument, on est ancré dans les territoires, dans les régions, et c'est bien là qu'on a besoin de monde. On travaille beaucoup avec Pôle emploi, vous n'allez pas
partenariat. On se veut être, on a une démarche. Encore signal GPS disponible. Donc on travaille beaucoup Recherche, avec l'emploi sur, par exemple, essayer d'embaucher des gens qui sont un peu plus éloignés de l'emploi aujourd'hui. Nous avons également travaillé dans le cadre du plan jeune. Depuis le début de l'année, on a recruté 120 jeunes. Pour qui c'est un premier emploi et donc un tremplin, j'ai envie de dire, pour leur carrière. Justement, est-ce que vous réclamez une première expérience ou vous pouvez former les jeunes qui peuvent taper à votre porte, le cas échéant? Absolument. Signal GPS trouvé. Il n'y a pas de prérequis, j'ai envie de dire, de formation. Dans 600 mètres, utilisez la voie de droite pour prendre la sortie 5 pour N486 en direction de A86. Et on s'occupe de les former tout au long de leur carrière chez nous. Voilà. Vous avez entendu 600 postes en 3 mois, voilà. Absolument, absolument. Et encore une fois, c'est... Les difficultés à recruter pour quelle raison? Voilà. Utilisez la voie de droite pour prendre la sortie 5, puis prendre à droite sur Pont de Nogent. Aussi, mais c'est aussi parce que la demande est soutenue, tous les bassins d'emploi n'ont pas la peine. Prendre à droite sur Pont de Nogent, N486, panneau vert, Fontenay, Combini. Le concours de Pôle emploi, entre autres. Et perspectives d'évolution de carrière, peut-être pour les juniors notamment que vous embauchez, voilà, peut-être. Absolument. J'ai envie de dire, l'encadrement chez Webhelp est à 70-80% issu de l'interne. Ouais. Donc clairement, on a des possibilités de développement professionnel chez nous. Mais j'ai envie de dire, même si vous décidez de poursuivre votre carrière ailleurs, vous aurez eu une formation, une première expérience dans un secteur d'activité qui derrière peut vous amener à aller ailleurs dans la banque, dans l'assurance par exemple. Le tampon Webhelp. Alors, pour rejoindre l'équipe de Dirk et puis tous les autres, vous avez entendu 600 offres à pourvoir dans les 3 mois à venir. Donc, bien sûr, ça se passe sur Indeed, sur LinkedIn, sur Job Teaser, qu'on connaît, sur Hello Work, qu'on connaît aussi, et puis sur notre site, pour avoir les infos, la page web de 60 minutes business d'ici quelques secondes, sur Twitter et LinkedIn. Si jamais vous galérez à entrer en contact avec Dirk, et bien vous nous écrivez et on fera la connexion. Voilà, pour vous, tout est dit. Tout est dit. Merci beaucoup, Dirk. Merci de passer me voir aujourd'hui. Dirk Van Leeuwen, DG de France de Webhelp avec nous sur BFM Business. Merci infiniment. Bonne chasse et bonne chance. Vous tenez au courant, évidemment, si ça prend. Ma chère Lorraine, demain, c'est vendredi. Oui, on a fait un appel à témoins il y a quelques semaines concernant l'exportation. Vous exportiez, vous n'exportez plus. Vous êtes nombreux à nous avoir écrit. Pour certains, ça se passe bien. Pour d'autres, ça ne se passe plus. Alors, on en parle demain et on répond à vos questions sur l'exportation. Comment diminuer le risque et puis reprendre du business dans le contexte. C'est pas simple. On en parlait tout à l'heure avec le ministre Franck Riester. Effectivement, pour faire redémarrer la machine. Merci Lorraine, à demain. BFM Business Replay. Pour ne rien manquer de BFM Business. BFM Business, le grand journal de l'écho. Edwige Chevrillon. Le grand journal de l'écho, c'est avec Jean-Marc Borrello, le président du groupe SOS. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous et délégué général adjoint de la République En Marche en charge de l'engagement citoyen. On va rappeler quand même que SOS, mais c'est important surtout. Dans 600 mètres, continuez tout droit sur A4. Le Premier ministre, c'est que SOS est la première entreprise sociale d'Europe. C'est-à-dire que vous avez combien d'hôpitaux déjà une dizaine d'hôpitaux, une centaine d'établissements pour personnes âgées. Et d'EHPAD. Et puis vous intervenez partout, donc notamment sur la montée des précarités, c'est très important pour vous. Vous avez lancé des initiatives sur les cafés. Continuez tout droit vous sur avez là A4. quelque chose avec Coca-Cola. On vous allez nous expliquer pourquoi. Juste une question. Donc, visiblement, si la potion est Continuez encore amère, sur A4 soir, pendant 5 avec les annonces du km. Premier ministre Jean-Marc Borrello. Est-ce qu'il n'y a pas un peu ras-le-bol? Il n'y a pas un moment où il faut dire stop? On préférerait tous que le printemps arrive plus vite, que l'hiver ne soit pas là, que les températures soient meilleures, mais malheureusement, la réalité, c'est qu'il faut faire avec cette épidémie les chiffres du jour, ce plateau avec lequel nous devons faire. Nous avons des résultats évidents par rapport à quelques semaines. La France est parmi les pays les moins touchés en ce moment. Il n'empêche que nous sommes très au-dessus des objectifs qui étaient prévus autour de 5000. Qui était fixé par le président de la République pour le 15 décembre. Absolument. Donc effectivement, nous ne pouvons pas être totalement positifs, totalement permissifs. Et malheureusement, nous allons encore partager des obligations et des contraintes pour éviter qu'il n'y ait une troisième vague. Comment ça se passe dans vos EHPAD, dans vos hôpitaux? Qu'est-ce que vous observez? Objectivement, on observe la même chose que sur le plan général, c'est-à-dire que ça ne baisse plus depuis quelques jours. Nous sommes à des niveaux acceptables en ce qui concerne les hôpitaux et particulièrement les services de réanimation.
mais nous sommes objectivement sur un plateau et la baisse rapide qui avait été observée il y a quelques jours semble se stabiliser sur un plateau et donc nous devons faire avec ce plateau. C'est la réouverture des magasins, c'est le Black Friday, c'est tout ça qui a affecté. C'est visiblement, évidemment, chaque fois qu'il y a possibilité de contact, de rencontre, ça fait augmenter la transmission du virus. C'est vraisemblablement... Dans 3 km, prendre la sortie en direction de Lille, périphérique nord. La température basse et humide qui semble favoriser aussi la propagation du virus, donc il y a un sujet climatique. Oui, il aime bien le froid, bizarrement. Oui. Visiblement, oui, il aime tout sauf nous. Mais visiblement, en tout cas, nous sommes sur un plateau et il faut absolument faire encore ces derniers mètres pour reprendre la descente. Et les lieux culturels fermés jusqu'au 4 janvier. Il n'y a pas quand même, puisque donc on a un couvre-feu à 20h le 31, pas le 24, mais le 31 en décembre. C'est quand même des mesures un peu anti-jeunes, non? Pour éviter de faire la fête. Alors peut-être qu'il y a des raisons, mais qu'est-ce que vous en pensez? Alors je pense qu'elles sont anti-rien du tout, elles sont anti-virus. Objectivement, il ne s'agit pas de punir qui que ce soit, d'être jeune, moins jeune. Je connais même quelques moins jeunes qui ont très envie de faire la fête depuis très longtemps. Oui. Il n'empêche qu'entre faire la fête et se retrouver en réanimation 15 jours après, je crois qu'y compris de véritables fêtards moins jeunes vont décider d'être très raisonnables et pour Noël et pour le jour de l'an. Alors ça, c'est le délégué général de La République En Marche là, qui parle, non? Presque plus, Jean-Marc Borloo. Vous soutenez complètement les mesures qui sont prises? Ah mais je soutiens les mesures parce que ce sont des mesures raisonnables, parce que je gère des hôpitaux, parce que j'ai aucune envie... Vous soufflez à l'oreille du président? Non, je ne souffle rien à l'oreille de personne. Par contre, j'ai constaté que nous sommes passés très près de la catastrophe, y compris pendant la deuxième vague. Il faut savoir que certains de nos hôpitaux ont bénéficié d'évacuations par hélicoptère parce que les réa étaient presque pleines, en particulier dans l'Est, et que la situation de stress absolu qui serait de choisir parmi les gens à réanimer reste chez tous les soignants de ce pays majoritairement important par rapport à tout le reste. Sur la campagne des vaccins, oui. Donc ça va commencer par les plus âgés, oui. par les EHPAD. Oui. Quel regard vous portez, vous, en tant qu'opérateur, justement, d'EHPAD, d'hôpitaux? Est-ce que vous pensez que c'est la bonne technique? Est-ce qu'on on dans 500 mètres, prendre la sortie en direction de Lille, périphérique nord. En Grande-Bretagne, quelle est votre position? Pour aller plus vite et pour que ça fonctionne, il faut d'abord une transparence absolue sur les autorisations de mise sur le marché, tant du point de vue européen que du point de vue français. Je crois que la campagne ne fonctionnera que prendre si la sortie en direction de Lille et que l'ensemble des conditions sont réunies pour pouvoir utiliser ce vaccin au même titre que les autres et sans que les Français aient d'inquiétude particulière. Donc, dans 400 mètres, rejoindre le boulevard périphérique et autres autorisations de mise sur le marché soient effectives. Nous commençons la pédagogie parce que nous entendons ça et là toute une série de sornettes de pseudo-scientifiques à propos des dangers de la vaccination. La réalité, c'est qu'évidemment, aussitôt que les vaccins seront disponibles, aussitôt qu'ils auront été autorisés et testés par la totalité des autorités scientifiques prévues à cet effet, il va falloir faire de la pédagogie à droite à l'embranchement et expliquer aux patients, à leurs familles, qu'il est très important de se vacciner. Nous serons prêts aussitôt que ce sera possible. On connaît les réticences. Quand est-ce que vous pensez chez vous vous allez pouvoir vacciner les gens? Nous sommes organisés pour, à partir de début janvier, aussitôt que les vaccins arrivent et que les réseaux de logistique sont en place, rejoindre le boulevard périphérique. Dans les EHPAD. Est-ce que vous sentez une réticence chez vous, au contraire, une grande attente? Alors, paradoxalement, les personnes âgées sont plutôt très volontaires pour participer au vaccin. Les familles, quelquefois, sont un peu plus réticentes. Donc, encore une fois, il va falloir expliquer, y compris aux familles, qu'il n'y a pas de danger, qu'il n'y a pas, en tout cas que le risque est largement supérieur, largement inférieur aux bénéfices. Continuez sur le boulevard périphérique pendant 15 km. Devront être vaccinés, en particulier les plus fragiles. C'est les familles, c'est des questions d'héritage, non? Si on fait de l'humour noir. Je ne commenterai pas. Non, bien sûr, ça ne mérite pas un commentaire. Tiens, juste une question. Qu'est-ce que vous faites à La République En Marche? Vous, Jean-Marc Borloo, vous êtes une grande figure du social. Qu'est-ce que vous faites à La République En Marche?
Je partage un bel espoir, un beau projet, qui est le projet qu'Emmanuel Macron a proposé pendant la présidentielle. C'est la campagne présidentielle 2022, c'est ça? Et je partagerai toutes les campagnes présidentielles aussi longtemps qu'il y en aura, en tout cas pour faire en sorte que le projet du président de la République puisse se continuer sans aucun état d'âme. Je suis plutôt très satisfait de ce que nous avons fait pendant les 3 premières années, de la manière dont nous essayons de faire avec cette crise qui n'est drôle ni en France, ni aux États-Unis, ni en Chine, mais pendant laquelle on a le choix entre faire plaisir, c'est-à-dire faire de la politique, ou chercher l'intérêt des Français, c'est-à-dire être un homme d'État. Juste petit détour de politique. La campagne présidentielle 2022, l'enjeu, ça va être sur quoi, justement, puisque vous occupez des engagements citoyens? Vous pensez que ça va être sur la réconciliation, sur des thèmes comme ça, que vous allez jouer à l'euro, parce que ça sera au cœur de la campagne? Alors je ferai ce que je pourrai là où je serai, et je pense que le candidat décidera quels sont les enjeux qu'il veut mettre en avant. En l'occurrence, je pense que les Français sont en situation de soutenir des multitudes de projets. Il y a des gens qui se mobilisent pour la diversité, pour le bien-être animal. Il faut entendre la totalité de ces Français, y compris dans leurs inquiétudes, et puis essayer de leur donner une histoire, leur raconter un projet et de leur donner envie de continuer à aller de l'avant. L'entreprise sociale, SOS, la précarité, vous la sentez beaucoup monter. Vous avez, du côté des jeunes, vous sentez qu'il y a vraiment un très très gros problème suite à cette crise sanitaire et économique. La précarité, on la sent monter. On avait une première responsabilité en qualité d'entreprise, c'est de proposer de l'emploi, des stages, des formations, des contrats en alternance, de l'apprentissage. Nous allons préparer une série de programmes pour plus de 1000 apprentis et alternants. Nous allons recruter plus de 3000 personnes sur des entreprises d'insertion par l'activité économique. On va créer 1000 places dans le groupe. Donc pour les entreprises, le mot d'ordre, c'était résister et maintenant relancer. C'est-à-dire nous avons un devoir de formation, d'embauche. Si le groupe SOS peut offrir 5000 emplois, je pense que d'autres entreprises plus grandes et plus riches peuvent en faire autant. Hier, je recevais Elisabeth Borne, la ministre du Travail, elle disait les chiffres ont pulvérisé littéralement ceux de 2019 sur l'apprentissage, plus de 400 000. Donc là, c'est pour les jeunes, donc ça aussi, c'est quelque chose de très positif. C'est une responsabilité forte des entreprises, et je crois que les entreprises se mobilisent pour faire en sorte que les jeunes ne soient pas pénalisés par cette situation exceptionnelle. Ouais. Alors, vous aviez lancé une initiative que j'ai trouvée très intéressante, vous étiez venu l'expliquer, sur les cafés. Il fallait... le cœur des villes était en train de se vider, là, ils sont complètement vides, et vous avez lancé cette initiative, j'imagine qu'elle a été un peu tuée dans l'œuf par le confinement. L'opération 1000 cafés a pris un peu de retard, puisque les cafés, on les ouvre et ils ferment, mais elle continue absolument à avancer. Donc nous continuons à créer des cafés. L'année prochaine, on en créera 150. Donc on va créer ces 1000 cafés dans les communes rurales. Et l'opération Quartier Café dont vous parlez avec Coca-Cola, elle consistait à récompenser des initiatives dans les quartiers politiques de la ville. Donc on n'est plus dans les villages, on est dans les cœurs de ville et dans les quartiers politiques de la ville. Hier soir, avec Nadia Hay, la ministre, la présidente de Coca et moi, nous avons récompensé 50 projets et distribué 600 000 € que Coca a voulu mettre à notre disposition pour soutenir des épiceries qui ont pris des initiatives, des kebabs, des bistrots. Donc soutenir, pousser, aider à entreprendre. Je crois que le sujet, c'est vraiment se mobiliser tous pour faire de cette crise qu'elle soit le moins pénible possible pour les plus précaires, et que nous réussissions à inventer ce fameux monde de demain qui sera sans doute un monde avec le Covid, en tout cas pour jusqu'au printemps. Est-ce que vous, parce que je reviens sur l'expérience des 1000 cafés, parce que c'est des centres-villes de petites villes, de petits villages, c'est ce qui tient un village, on le sait bien. Est-ce que vous redoutez une montée des Gilets jaunes ou un autre mouvement comme ça, de ce type? D'après ce que vous ressentez, parce que vous êtes au cœur de... Ce que nous ressentons, c'est évidemment un sentiment d'isolement, parce que l'absence de tout commerce en période de confinement devient encore plus dramatique, et on se retrouve avec des villages qui deviennent un peu fantomatiques dans certains lieux. Complètement, oui. D'ailleurs, les cafés qui sont souvent des multiservices avec des épiceries sont tous ouverts.
La partie café n'est pas ouverte, mais l'épicerie fonctionne, le dépôt de pain fonctionne, le point poste fonctionne. Donc ça fait partie des sujets où la crise ne doit pas nous faire changer d'objectif. Il faudra sans doute aller plus vite, plus loin pour rallumer cette lueur dans ces petits villages. Et moi je crois qu'à partir du moment où on allume une petite lumière, ça va beaucoup mieux pour tout le monde. Il y a aussi, on parlait des jeunes, on parlait de la précarité. C'est sûr qu'il y a aussi la question de savoir quels sont les métiers de demain. On en parlait avec Emmanuel Le Chypre. On voit bien qu'il y aura vraiment un monde post-Covid. Vous dites, attention, il y a des métiers qu'on oublie. Et vous appelez même ça les oubliés du Ségur. C'est-à-dire que le Ségur, on sait que c'est le Grenelle, mais pour le secteur de la médecine. Est-ce que vous pensez que les infirmiers, les infirmières seront demain les oubliés un peu de ce qu'on nous venons de traverser? Alors ou au contraire on a traité de manière prioritaire, et il fallait bien le faire, les infirmiers, le personnel soignant dans les hôpitaux et les EHPAD, et évidemment il faut se pencher sur celles et ceux qui travaillent ailleurs, dans les structures pour personnes handicapées, auprès des enfants en difficulté, les travailleurs sociaux, parce que c'est tout aussi important. Donc je crois qu'il faut continuer. Il y avait une priorité absolue, c'était le monde du soin. Il y a nécessité de traiter ceux qui étaient moins visibles pendant cette crise, mais qui ont continué à bosser en première ligne, au même titre que les autres. Qu'est-ce qui, en conclusion, Jean-Marc Borrello, qu'est-ce qui vous inquiète le plus aujourd'hui? Ce qui m'inquiète le plus serait que nous ne réussissions pas collectivement à nous comporter raisonnablement et qu'une troisième vague rende les choses encore plus difficiles. Chaque crise est une opportunité pour devenir meilleur, plus intelligent, et donc je suis définitivement optimiste. Je pense que nous sortirons de cette crise en étant devenus meilleurs si nous sommes capables de croire en l'avenir. Juste, parce qu'on y reviendra largement dans On refait l'écho avec Jean-Hervé Lorenzi, le président des services économistes, qui s'est penché sur ces questions. Est-ce que les jeunes, c'est la génération GPS trouvé. Vous pensez qu'on est en train de sacrifier une génération? Alors, objectivement, on a fait tout ce qu'il fallait pour ne pas la sacrifier. Plus l'opération Un jeune, une chance a permis d'offrir des centaines de milliers d'emplois, de contrats en alternance, etc. Ça ne se fera pas tout seul. Il ne faut pas arrêter. Je pense que les pouvoirs publics ont mis sur la table ce qu'il fallait à disposition des entreprises, avec toute une série de dispositions, aux entreprises de s'en saisir. Le moment, c'est le moment de la responsabilité de toutes les entreprises de ce pays. Merci beaucoup. Merci à Jean-Marc Borrello d'avoir été avec nous, donc le patron du groupe SOS. Dans un instant, on parlera aussi du Brexit. C'est vraiment l'autre grand défi. Qu'est-ce qui va se passer pour les entreprises? S'il n'y a pas de no deal, mais pour l'instant, place à l'actualité avec Faiza Youzi. Le grand journal de l'écho sur BFM Business. Retrouvez BFM Business à la radio, partout dans le monde, en live ou en podcast sur bfmbusiness.com. BFM Business Replay. BFM Business Replay, le meilleur de BFM Business. BFM Business, le grand journal de l'écho. Le grand journal de l'écho avec un débat autour du Brexit et puis surtout qu'est-ce que ça a rapporté à la France, entre guillemets. On en parle avec Arnaud Bresson qui est directeur général de Paris Europlace. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Et puis Pierre-Jérôme Hénin, président de Progressive Company et puis très très proche de Michel Barnier. Vous avez beaucoup travaillé à l'Union Européenne. Donc vous allez peut-être nous éclairer sur ce qui se passe ces derniers moments de la der des der. Mais enfin là on est à la der des der des der des der des der. Il y a un moment, il faudra bien que ça s'arrête. Avant que vous nous donniez vos chiffres, Arnaud Bresson, que vous avez publié ce matin sur les nombres de projets qui sont venus, qui vont s'installer, peut-être la concrétisation. Pierre-Jérôme Hénin, si vous étiez encore auprès de Michel Barnier, vous serez optimiste, pessimiste, vous serez dans quel état d'esprit? Écoutez, comme disait Jean Monnet, ni optimiste ni pessimiste, mais déterminé. Donc là, la dernière ligne droite est arrivée. Vous voyez, là maintenant vous n'y êtes plus, alors vous pouvez nous dire. Écoutez, très franchement, il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent pour dire que le no deal va finir par s'imposer. Michel Barnier lui-même, il y a 2 jours, a eu un ton très pessimiste et des propos très pessimistes. Très probable. Ils se sont donnés jusqu'à dimanche soir
pour arriver à une solution. Il y a une sorte de dramatisation au cours des derniers jours. Il y a eu des coups de téléphone samedi et lundi entre Boris Johnson et Mme von der Leyen, la présidente. Ils ont même dîné ensemble hier soir. Ils ont dîné ensemble hier soir pendant 3 heures à la Commission européenne, puisqu'il n'y a pas de restaurant ouvert à Bruxelles. Ils ont d'ailleurs mangé du poisson. Donc la grande question est de savoir d'où vient ce poisson. Est-ce qu'il a été pêché dans les eaux britanniques? C'est la provocation du côté européen. Oui. Exactement. Et se sont séparés sur un constat de divergence maintenu en demandant à leurs équipes respectives, Michel Barnier pour la France, David Frost pour l'Union européenne, David Frost pour le Royaume-Uni, de continuer à travailler jusqu'à dimanche soir. Oui, juste encore une petite question. Est-ce que vous pensez, là, Boris Johnson, on sent que toute la partie technique a été menée par Michel Barnier, donc tout le monde a salué son rôle de grand négociateur, et en même temps, on sent bien que Boris Johnson, il a essayé de déplacer ça et de mettre ça sur le plan politique, notamment avec les Allemands qui, eux, veulent plutôt un accord. Donc, est-ce qu'il a bien joué ou pas? On sent que quand même ça n'a pas fonctionné, puisque Ursula von der Leyen signal GPS disponible. Alors, écoutez, ce qui se passe, c'est que sur les 700 et quelques pages que va représenter l'accord de libre-échange s'il voit le jour, il y en a 650 qui ont déjà été négociés. Il reste 3 sujets majeurs, dont la pêche par exemple, qui restent à négocier. La vraie variable, c'est la décision que va prendre Boris Johnson. Et il va prendre cette décision en regardant son opinion publique et en écoutant son opinion publique. Où est-ce qu'il va le plus tirer les marrons du feu? C'est en prenant une décision de no deal, c'est-à-dire souverainiste, en réaffirmant l'autorité du Royaume-Uni, ou est-ce qu'il va accepter de faire un deal? Signal GPS disponible. C'est la variable politique intérieure. C'est ça qui fera la différence. Oui, ça, bien sûr. Alors, Arnaud Bresson, maintenant, s'il y a un no deal, est-ce que c'est plutôt bien, non, pour Paris Europlace, pour la France ou pour Paris, l'Île-de-France Alors, d'abord, techniquement, no deal ou no deal, en réalité, il n'y a pas de différence pour nous, puisque les services financiers ne sont pas dans les négociations. Quel que soit le cas de figure, Signal GPS trouvé. Il y aura la perte du passeport européen le 1er janvier de l'année prochaine, et la nécessité pour les entreprises de Londres, financières et même industrielles, qui veulent continuer à travailler sur les marchés financiers européens, à relocaliser des équipes et des activités sur le continent. Signal GPS disponible. Voilà. Il n'y aura plus de possibilité de travailler avec les marchés européens à partir de Londres à cause de la perte du passeport. Dans 3 km, prendre la sortie en direction de Porte-Dauphine. Non, à long terme, certainement pas. À court terme, oui. À court terme, le Brexit donne une nouvelle dynamique à la place de Paris, même si le Brexit n'est pas le cœur de notre stratégie. La place de Paris, elle a une stratégie industrielle, faire de Paris la place du futur en Europe et développer notamment la finance durable, les nouvelles technologies, les fintech. Le Brexit est un signal GPS disponible. La City, c'est une recherche. La City est tellement puissante que de manière personne ne peut se passer de la City. Écoutez, on est en pleine actualité. Le Financial Times a fait une page entière ce matin sur le signal sujet. GPS dont il ressort très clairement qu'il y a une inquiétude certaine sur cette perte de relation avec l'Europe. 50% du business de la City est aujourd'hui fait avec l'Europe et avec les marchés financiers européens. Donc le fait que signal GPS disponible. Aura des conséquences. Recherche satellite. Mais en même temps, c'est vrai que la City restera une place internationale. Elle sera réduite en taille. Et la place de Paris, et ça c'est une nouvelle, la place de Paris, et je me réfère à une étude faite par une agence britannique qui s'appelle New Financial, va jouer dans l'Europe des 27 l'euro que l'on joue dans l'Europe des 28 en matière financière. La place de Paris représente 24% de part de marché de place de l'Union européenne des 27. C'est la première place de loin. L'Allemagne venant en numéro 2 avec 20% seulement de part de marché. Il y a donc là une très belle opportunité pour la place de Paris de consolider une position dominante sur le continent. On va revenir sur les chiffres aussi, le nombre de projets. Mais juste, vous avez dit quelque chose, Pierre-Jérôme Ménard. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait avoir là un no deal, enfin pas d'accord, mais pour 5 ans, avoir un accord, donc renégociation, ensuite, personnalité? Certains pensent dans certains pays signal GPS disponible. Recherche satellite. Ou du deal. Les Allemands en effet poussent plutôt à avoir un deal, même si Mme Merkel a eu des propos un peu mesurés signal GPS très récemment. Dans 600 mètres, prendre la sortie en direction de Porte-Dauphine. Qui s'achève dans quelques jours, et que l'Allemagne aimerait bien sortir avec un succès, notamment pour ce qui concerne le Brexit. Mais les pays ont des approches tout à fait différentes. Certains sont résignés. J'ai parlé à
des gens proches des négociations dans certains pays. De plus en plus de pays sont résignés en disant que les Anglais prennent leurs responsabilités. Ils s'apercevront bien, en effet, dans quelques années, qu'ils ont fait une erreur. Et là, peut-être qu'on sera obligé de réouvrir des négociations. Mais pour le moment, acceptons-le. C'est envisageable, quoi. Voilà. Ça fait partie des possibilités. Arnaud Bresson, donc vos chiffres aux études, que vous avez révélés ce matin, c'est 300 à peu près projets. Au total, il y en a 369. Tiens, du reste, il y en a 52, vous mettez, qui ont abandonné. C'était quel type de projet? C'est des gros projets. C'est normal, ce sont il y a des projets de toute taille. La troisième sortie sur Avenue Foch. Certains ont abandonné de relocaliser dans l'immédiat, mais reviendront certainement, peut-être à cause également des contraintes que ça représentait pour les équipes. Mais la bonne nouvelle, c'est que la majorité, donc 350 sur les 400 projets initiaux, sont en cours. Une grande partie de ces projets est en cours de réalisation. Et donc, tout ceci représente 5000 emplois directs qui vont être relocalisés ou localisés à Paris dans le contexte du Brexit ou relocalisés de Londres. Et sur ces 5000 emplois, l'industrie financière, dans 600 mètres, continuez tout droit sur Avenue Foch. 3500 emplois directs. En face, il y a l'Arc de Triomphe. Banque américaine notamment et internationale, pas que américaine. On a parlé beaucoup de Bank of America qui installe 400 personnes rue de la Boétie, JP Morgan qui avait déjà annoncé 100 personnes de plus depuis 2 ans, annonce une nouvelle implantation de 100 personnes supplémentaires au mois de janvier 2021 et a racheté l'immeuble du marché Saint-Honoré de BNP Paribas pour relocaliser toutes ces équipes, mais également les banques anglaises, Barclays. Pensez que Barclays, une banque britannique, a multiplié par 2 ses équipes, plus 100 personnes également dans ce contexte-là. Et puis il y a également les grands fonds d'investissement, la gestion d'actifs avec BlackRock, avec Schroeder, avec Fidelity qui développent leurs équipes, et même le fonds Citadel que j'avais rencontré à New York au mois de janvier, juste avant la fermeture des frontières, et qui m'a confirmé qu'ils allaient installer leur hub européen à Paris au début de l'année prochaine. Oui, on a vu le patron d'Ineos aussi qui était pour le Brexit et qui finalement a décidé de mettre son usine ici en France. Comme quoi, il y a combien de projets financiers? C'est l'essentiel des projets financiers dont vous parlez. Forcément, vous êtes Paris Europlace. Il y a à peu près 180 projets financiers qui sont en cours de réalisation aujourd'hui, donc c'est assez important. Et c'est d'ailleurs plus important au passage que les statistiques qui ont été citées ici et là. Il y a également des équipes françaises qui reviennent, que ce soit dans la banque ou dans la gestion d'actifs, pas mal de petites équipes à Londres. Encore une fois, cela dit, la raison pour laquelle Paris attire, c'est pas uniquement le Brexit, c'est parce que Paris a des atouts majeurs, et notamment, vous savez ce que disait Jimmy Dimon il y a 2 ans, les clients, la présence des clients, des grandes entreprises françaises qui sont très actives sur les marchés, les talents et la qualité des infrastructures, et une stratégie de faire de Paris la place du futur en Europe. Pierre Jérôme Hénin, vous qui travaillez sur l'Europe depuis très très longtemps, est-ce que l'Europe aura un visage très différent sans les Britanniques? Bien sûr que l'Europe aura un visage différent. Mais ça, bien sûr, c'est... Parce que c'est un partenaire majeur, notamment par exemple en matière de défense, un partenaire commercial très important. Défense que vous connaissez bien, ouais. Pour certains pays, comme l'Allemagne par exemple. Et s'il n'y a pas de deal, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Europe, que le Royaume-Uni sort définitivement de l'Union européenne, sort du marché unique, et donc vont s'appliquer les règles de l'OMC. Et les règles de l'OMC, c'est des tarifs, c'est des taxes, c'est des quotas, et donc une probable décroissance des relations économiques, des relations commerciales. Donc l'Europe, oui, aura un visage différent. Et comment faut-il interpréter? Alors on sait ce que ça veut dire, bien sûr, mais je veux dire, grand accord annoncé avec Singapour, peut-être avec les États-Unis, encore de Trump. Boris Johnson a toujours été très clair là-dessus. Il a dit qu'il voulait reprendre le contrôle de la situation. Mais ça vous fait peur? Est-ce que là, ça vous fait peur de voir qu'il y a un accord signé? Personnellement, ça me fait absolument pas peur. Je regrette qu'un membre de la famille s'en aille, parce que c'est une partie de l'histoire européenne, qui s'en va. Ensuite, Boris Johnson a toujours dit qu'il voulait être en mesure de pouvoir passer des accords de libre-échange avec un certain nombre de pays. Il l'a déjà fait, par exemple l'exemple de Singapour. Très bien, mais tout ça est pour l'histoire européenne tout à fait dommageable, et c'est une entaille très profonde faite au projet européen, et c'est ça qui est regrettable. Ouais. Puis un mot de défense, puisque vous connaissez bien la défense, travaillez aussi beaucoup là-dessus.
ça va changer quand même pas mal de choses, parce que notre allié, ce sont les Britanniques, oui, en termes de défense. Absolument, c'est l'autre puissance militaire en Europe, mais les Britanniques ont montré un certain nombre de signes comme quoi ils voulaient continuer à collaborer de manière extrêmement étroite en matière de défense, en matière de renseignement, en matière de sécurité. Donc c'est pas vraiment le sujet d'inquiétude, à la différence d'un sujet comme la pêche, des conditions de concurrence ou de la gouvernance, qui restent les 3 sujets sur la table aujourd'hui à discuter et à résoudre d'ici dimanche soir. Ouais. Merci beaucoup Pierre-Jérôme Hénin, merci Arnaud Boisson. Vous attendez encore d'autres projets là ? Ah oui, bien sûr, y compris des hedge funds de Londres qui s'interrogent aujourd'hui sur la possibilité de développer des activités. Ou même cet après-midi, une société norvégienne qui, à cause du Brexit, vient développer ses activités à Paris en matière d'accompagnement des PME pour les introduire en bourse. Société norvégienne qui choisit Paris dans le contexte du Brexit. Bon, merci beaucoup. On verra. On attend dimanche peut-être. Dimanche soir, on va jusqu'à dimanche soir, parce qu'ensuite il faut ratifier Parlement nationaux, Parlement européen, qui est mobilisé. Les Anglais ont d'ailleurs regardé la dernière fois où les députés étaient mobilisés entre Noël et le Nouvel An, c'était en 1656. Vous voyez comme quoi. Voilà, 1656. Dernière fois que j'en ai appris des choses. Merci beaucoup messieurs d'avoir été avec nous. Dans un instant, retour en France sur les annonces de Jean Castex. Donc malheureusement, tout ce qui est restaurant, tout ce qui est culture, c'est pas pour tout de suite. On en parle avec Stéphane Manig. Dans la définition, on la traverse à 2, à 3. Sur rue Arsène Rousset, puis prendre à gauche sur l'avenue de Friedland. Dans 150 mètres, faire demi-tour à rue Balzac, rue Galilée. Faire demi-tour à rue Balzac, rue Galilée. De la haine, de l'amour, depuis qu'on l'a fait, j'ai pas de motif plus, entre nous plus. Une égalité plus effective entre les sexes a, tout récemment, une redéfinition du mariage. Dans 300 mètres, au rond-point, prendre la 3e sortie sur l'avenue de Ces Wagram. idées de mai n'ont en revanche Prendre à gauche sur rue Washington. De révolution dans les ordres complémentaires de la vie démocratique et du monde économique et social qui soient effectués dans le même esprit. La Dans révolution 150 mètres, prendre à droite sur rue Lincoln. De Bruno hier matin, c'est quoi votre comédie romantique préférée? Bien sûr, on en a parlé avec vous, 01 42 48 5000, et ça donne ça. Info, sport. Bienvenue sur RMC, bientôt 5h30. Géraldine Demory, oui, la pluie est pour tout le monde. Ah oui, vraiment, personne n'y échappera aujourd'hui. Des pluies soutenues qui traversent le pays d'ouest en est. Une fois qu'elles seront passées, ça va être un régime d'averses. Donc avec peu d'éclaircies, des averses et du vent. On peut avoir temporairement de la neige à très basse altitude sur les Alpes, notamment en fin de matinée. Mais les températures remontent. Il fera 5 à Strasbourg cet après-midi, 8 à Lyon, 9 à Lille, 11 à Marseille, 12 à Paris, 15 à Bordeaux, 16 pour Biarritz. Merci Géraldine. Mettez du soleil dans vos projets avec les agences meilleurtaux.com. Crédit et assurance, 350 agences à vos côtés partout en France. Toute l'info RMC, Quentin Linet. Bonjour à tous. Un déconfinement plus prudent que prévu. Voilà ce qui a été annoncé hier soir. Le retour des attestations mardi prochain. Un couvre-feu la nuit du Nouvel An et les lieux de culture fermés jusqu'à début janvier. La famille de Samuel Paty qui sort du silence pour dénoncer... Un Noël qui s'annonce sous couvre-feu. La France entamera le déconfinement le 15 décembre. Plus besoin d'attestation. Non. Oh putain, c'est dommage.
situation reste préoccupante. Près de 14 000 nouveaux malades du Covid enregistrés ces dernières 24 heures, un chiffre qui tente à réaugmenter. Olivier Véran, le ministre de la Santé, estime même qu'à la faveur de l'hiver, il y aura plus de malades hospitalisés le 15 décembre qu'il n'y en avait le 11 mai lors du déconfinement. Jean Castex évoque, lui, clairement le risque de devoir vivre un 3e confinement, une façon... Le jeune homme est clair, il n'entend pas respecter la consigne. Le 31, franchement, on doit le fêter. On doit le fêter comme Noël. Le 31, je vais faire la fête. Je vais boire de l'alcool, je vais faire la fête. Appartement, c'est là. Encore Mulhouse et pas mal de pluie du côté de Caen. Merci beaucoup, Tristan. Dans 200 mètres, prendre à gauche sur l'avenue de Dans plusieurs Marigny. pays en Europe aujourd'hui, les gouvernements mettent en place avec les promoteurs de spectacles les concerts tests pour pouvoir effectivement juger si les concerts, les festivals et le spectacle sont des endroits où le virus circule. Et aujourd'hui, je pense qu'on est beaucoup plus victime d'une incompréhension ou peut-être voire d'une incompétence de la part de certains. On est jugé et on est condamné directement. Et je pense que ce qui est important là-dedans, c'est de se dire, puisqu'on parle d'être encore présent pendant plusieurs mois, est-ce qu'on peut enfin prendre les choses sérieusement en main? Ça veut dire quoi? Dire aujourd'hui, ça veut dire qu'on sait que ça va durer jusqu'à l'été. Donc est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui l'activité partielle est garantie pour notre secteur jusqu'à l'été? Est-ce qu'on peut, avec le ministère de la Santé, mettre en place des concerts tests pour savoir exactement quelle est aujourd'hui la façon de reprendre, comment on peut reprendre et quel serait l'impact sur la contamination des virus si on organise un concert en assis et en debout? On arrive maintenant dans le 10e mois. Je pense qu'on aurait pu le faire depuis très longtemps. La majorité des pays le font en Europe, comme le Danemark, l'Angleterre, l'Espagne et la Hollande. Je pense que vu l'argent qui est dépensé au quotidien aujourd'hui dans le cas d'aide ou d'annulation, il faudra en prendre une petite partie pour pouvoir juger sérieusement et envisager une reprise qui soit sereine pour nous, parce qu'on parle du 7 janvier, mais on sait très bien que le 7 janvier, on ne verra pas. Le 20 janvier, ça risque d'être pareil. On a une spécificité, nous, qui sont des concerts debout, parce qu'on parle beaucoup de théâtre. Dans 400 mètres, prendre à droite sur place de la Concorde. Conséquent, et on n'en parle pas du tout. Donc on sait que ça va durer jusqu'à l'été. Soyons un minimum sérieux, prenons les choses en main et mettons une feuille de route qui soit très simple et très lucide pour tout le monde. Stéphane Manigal, je vous voyais prendre des notes, en train d'acquiescer à ce que dit Angelo Gopé. Vous, restaurateur, vous êtes sur la même... vous trouvez que ce qu'il dit est assez juste? Il a parfaitement raison. Je rappelle juste. Vous voyez les restaurants ouverts en juin? Non. Bon, c'est parti. Oui, on espère maintenant. C'est pour ça que je profite de votre antenne et de la présence d'Angelo. Le collectif Restons Ouverts, il regroupe tous les secteurs du loisir. Et lundi, nous aurons des artistes qui viendront chanter, jouer lors de ce rassemblement, place des Invalides, Esplanade des Invalides, à 13h. Angelo, je l'invite à se joindre à nous, de venir. On peut, grâce à votre intermédiaire, avoir Angelo et un ou deux de ces artistes qui viennent et qu'on montre qu'on est capable de se rassembler tous ensemble en respectant les gestes. La faculté affirme que si ces propos antisémites et islamophobes sont avérés... Continue en tout cas cette revue de presse, Félix, avec Sud-Ouest qui titre « Castex ne fait pas de cadeaux ». Oui, avec une photo du Premier ministre, cette fois à la télé, qu'on aperçoit à travers les branches et les boules d'un sapin de Noël. Oui. On sera d'ailleurs en ligne avec le chef des informations Sud-Ouest, Adrien Verniel, dans la revue de presse de 8h40 pour en parler. Justement, seul Noël est sauvé, titre la dépêche du midi. Et puis, comme en réponse, et pour compléter cette une, il y a Midi Libre, un nouvel an sous couvre-feu, avec la photo tout de même
de 2 verres de champagne et quelques cotillons sur une table. Et oui, ça sera peut-être permis, mais bon, un comité restreint. C'est ça. Couvre-feu, le retour pour la République des Pyrénées avec la photo d'un boulevard désert à la nuit tombée. Et d'ailleurs, eh bien, c'est notre question du jour, la question qu'on pose à nos auditeurs sur nos réseaux sociaux, Twitter et Facebook, avec ce couvre-feu à 20h, donc pour le 31 décembre. Est-ce, selon vous, une bonne décision? Ça vote déjà, Félix. Oui, pour le moment, vous nous répondez non à 81% sur Twitter. Très mauvaise décision, nous écrit par exemple Alexandre en commentaire, qui ajoute « C'est totalement incohérent. Quelle différence entre un couvre-feu le 24 décembre ou le 31 décembre. Et il aurait pu y avoir une trêve de fin d'année sans conséquence sur le Covid pour ces 2 jours importants pour chaque famille française. Donc voilà le commentaire d'Alexandre qui aurait voulu aussi le Nouvel An, pas seulement Noël. Mais je pense qu'il n'est pas le seul en tout cas. Si vous voulez réagir comme Alexandre, n'hésitez pas, vous continuez de voter, de laisser des petits commentaires sur notre page Facebook et notre compte Twitter Sud Radio. En tout cas, eh bien, sur le marché de l'immobilier, les prix grimpent malgré la crise, ça c'est ce que nous dit les Échos ce matin. Oui, les prix s'affichent en nette hausse dans toutes les grandes villes françaises sur un an. Rennes, Nantes, Lyon en tête du palmarès avec une inflation des prix au mètre carré de plus de 10%, tout de même, 10%. Ah oui. Alors malgré les confinements, le nombre de transactions reste même proche du record de 2019. Ça fait quand même pendant plusieurs mois, on aurait pu imaginer que le marché se soit mis à l'arrêt, mais visiblement c'est pas le cas. C'est toujours de plus en plus cher. Une belle histoire maintenant à la une de la Nouvelle République des Pyrénées. Eh ben oui, une qui se termine bien, comme on les aime. Ça se passe à Aussin, et c'est donc la Nouvelle République des Pyrénées qui nous le rapporte. La folle odyssée d'Adrien, 99 ans. Oh, bel âge. Oui, bel âge, et en pleine forme. Il pose enjoué au volant de son tracteur, Adrien, après sa mésaventure. Il était parti chercher des champignons à la veille de la Toussaint, une figure du village qui n'a dû son salut qu'à la mobilisation des habitants et sans doute à sa bonne étoile, puisqu'il a quand même passé plus de 24 heures dehors. Adrien, en fait, il était tombé de son tracteur en pleine promenade sans pouvoir y remonter. Sa compagne Louisette a donc fini par donner l'alerte. Et heureusement, les habitants ont fini par le retrouver à temps. Bon bah tant mieux, la prochaine fois peut-être pas qu'il ira justement à la cueillette aux champignons. Mais voilà, peut-être que pour Noël, il faudra lui offrir un téléphone portable, ou une ceinture sur le tracteur à ce moment-là pour éviter qu'il tombe en tout cas. Mais pour ramasser les champignons, il doit bien descendre de son tracteur, donc il n'a pas dû pouvoir remonter. Bon. Donc il n'y a pas de solution. Bon, on en rigole en tout cas, mais oui, très belle histoire et tant mieux pour Adrien qu'il ait pu être retrouvé. En tout cas, on termine Félix avec une question, c'est du football en l'occurrence. Où sera diffusée la Ligue 1 à l'avenir? L'équipe qui consacre sa une au fameux Mediapro avec ce titre par ici la sortie. Eh ben oui, le départ de Mediapro, le principal diffuseur de la Ligue 1, semble inéluctable. Au bord de l'asphyxie, donc le foot français espère maintenant trouver un accord avec Canal+ pour sortir de la crise. C'est ce que nous explique l'équipe. Mais vous voilà rassuré du coup, Félix? Oui, je m'inquiétais. Je sentais, oui. Ça sera plus sur Téléfoot. C'est bien ça, c'est ça, exactement. Téléfoot, la chaîne de Mediapro qu'on annonçait, qui arrivait un peu comme ça du jour au lendemain dans cet univers du foot français et qui n'avait pas les reins assez solides. C'est peu de le dire en tout cas. Merci à vous Félix, Mathieu, on vous retrouve en tout cas tout au long de ce grand matin dans les journaux d'Arthur Delaborde. À plus tard, Félix. À plus tard. Le Grand Matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. 5h39, bienvenue à ceux qui se réveillent, qui nous rejoignent tranquillement sur Sud Radio. J'espère que vous avez bien dormi, vous êtes bien réveillés comme notre lève-tôt à qui l'on rendra visite à 5h50 ce matin. On sera, je vous le disais tout à l'heure, en Savoie, à Aix-les-Bains, et c'est un boulanger 100% bio qu'on rejoindra en l'occurrence sur les bords du lac du Bourget. Mais avant de l'accueillir, on réécoute un très beau moment qu'on a vécu et que vous avez peut-être vécu sur Sud Radio hier soir. Francis Cabrel, qui était l'invité exceptionnel d'Yvan Cugius. Si vous l'avez raté, eh bien on va justement en écouter un extrait et c'est tombé au bon moment puisque d'une certaine façon c'était juste après les annonces de Jean Castex sur ce qui nous attend à partir de mardi prochain. On vous en parle depuis le début de ce grand matin. Francis Cabrel a pu en parler, y revenir avec l'ami Yvan Cugius. On réécoute tout de suite pour réveiller tous. Sortie sur Avenue Matignon. Et tu viens d'apprendre comme nous, Francis, donc que les théâtres sont fermés là à partir.
Matignon. Au rond-point, prendre avenue des Champs-Élysées. Continuez sur avenue des Champs-Élysées pendant 1 km.
direction est sur avenue de Friedland vers rue de Tilsit. Dans 200 mètres, prendre à gauche sur rue Arsène Housset. Sur rue Arsène Housset, puis prendre à droite sur rue Beaujon.
prendre avenue de Wagram. Dans 400 mètres, prendre à droite sur place des Ternes. Nous sommes avenue de Wagram. Sur place des Ternes, puis votre destination se trouvera sur la gauche. Votre destination se trouve sur la gauche. Le lieu, ambassade royale de Norvège, sera peut-être fermé avant que vous n'arriviez. L'ambassade de Norvège. Ah d'accord. Je suis loin. Ah d'accord, 62. C'est à 50 mètres derrière. Ouais d'accord, je vais reculer, ouais. Merci. Et donc. Pardon? T'as beaucoup à poser? Bah j'ai pas mal, je sais pas, moi les ouvriers vont décharger, moi je suis chauffeur. C'est juste à côté de la boucherie. D'accord, ouais. Faut que tu fasses le tour. Bah je crois que je vais faire marche arrière. Tu feras marche arrière, mais tu seras pas dans le bon sens, tu vas emmerder. Ah ouais. Et là, pour faire demi-tour, tu peux pas faire demi-tour. Non, on peut pas. Bah en fait, quand je repartirai, je partirai par là. Ah ouais, mais pour couper, il va y avoir de la circulation. On peut pas se garer? Si, tu vas pouvoir te garer ici, il y a la place. Là. Mais il faudrait que tu fasses demi-tour quand même. Mais on peut faire demi-tour. Tu fais demi-tour, il faudrait que tu reviennes sur l'étoile et puis refaire le tour en descendant. Tu tournes à droite là, Ouais. tu fais le tour de l'étoile carrément et tu redescends par la nuage.
Mais c'est facile à faire. Bah oui, c'est facile. Avec ça, tu ne vas pas t'emmerder. Vaut mieux que tu remontes à droite, après le feu. Après le feu, à droite. À droite, tu montes jusqu'à l'étoile. Ouais. Tu fais le tour de l'étoile. Et tu reprends l'avenue H. C'est-à-dire, c'est la deuxième rue après les Champs-Élysées. Ouais. Tu vas avoir fait le tour. Tu vois. Ah. Et ça sera plus facile. Donc là, je vais à droite et après, je suis sur avenue Hoche. Ouais, c'est l'avenue H. Tu vas jusqu'à l'étoile. Ouais. Fais le tour de l'étoile complètement. Ouais. Et si tu vois les Champs-Élysées la plus large, c'est la deuxième rue, c'est l'avenue Hoche. Ouais. Et là, tu descends là et tu retournes là. Ah ouais. Tu vas voir, je serai ouvert, moi. Ouais, d'accord. Vous êtes de l'ambassade de Norvège? Hein? Vous êtes de l'ambassade de... Non, pas du tout, mais ils sont juste à côté de chez nous. On les Ah, voit. vous êtes... Ah ouais. Et c'est le bateau qui est à côté. Ouais, d'accord. Allez, à tout de suite. Merci. Voilà pour 10 bonnes minutes. Ouais. Ouais, d'accord. Merci. Vous devriez arriver à 6h06. Dans 50 mètres, au rond-point, prendre la première sortie sur l'avenue de Wagram. Le lieu, ambassade royale de Norvège, sera peut-être fermé avant que nous n'arrivions. Dans 400 mètres, prendre à droite sur place des Ternes. Continuez pendant 300 mètres. Là, ça me place de l'étoile de l'Arc de Triomphe. On tourne en rond, on va reprendre l'avenue Hoche.
de Wagram. Dans 500 mètres, prendre à gauche sur rue du Faubourg Saint-Honoré. Sur rue du Faubourg Saint-Honoré, puis votre destination se trouvera sur la droite. Votre destination se trouve sur la droite. Le lieu, ambassade royale de Norvège, sera peut-être fermé avant que vous n'arriviez. Ah ouais.